Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les groupes de frises et Micmat a fait une excellente vidéo sur le sujet. J'essaierai de la mettre en description. Il s'agit pour moi ici de vous introduire les groupes de frises, les groupes d'isométrie d'une bande, les groupes d'isométrie discrets d'une bande. Non pas histoire de refaire quelque chose qui a déjà été fait, mais d'aller voir les détails de cette construction des groupes de frises. De comprendre comment ça marche exactement, et aussi de nous mettre en jambe, de nous exercer pour les groupes de réseau qui viendront plus tard. Alors, un groupe de frises, qu'est-ce que c'est? Un groupe de frises, c'est quelque chose qui laisse stable une bande. En fait, on dit généralement une droite, mais c'est plus facile de voir les choses quand on parle d'une bande. Donc on va considérer une bande du plan euclidien, délimitée par deux droites parallèles, et un groupe de frises, donc c'est un groupe d'isométrie qui stabilise donc cette bande et ça c'est important, dont le sous-groupe des translations est isomorphe à Z. Donc ça veut dire qu'il n'y a que un ensemble, que le groupe lui-même est discret. Donc il n'est pas très difficile de déterminer les groupes de frises, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors pour déterminer quelles sont d'abord les isométries qui stabilisent la bande, nous allons prendre un repère au bord de cette frise, de cette bande. Alors ce repère, il est un peu redondant parce qu'en fait, il suffirait d'un seul vecteur, puisque le deuxième vecteur doit être contenu dans la bande et perpendiculaire au premier. Donc, il suffirait d'une seule flèche, mais c'est plus facile de se rendre compte de ce qui se passe quand on en a deux. Donc je prends un repère, et ce repère détermine, son image va totalement déterminer l'isométrie, parce que justement c'est un repère du plan. Donc il y a 6 possibilités, 6 endroits où en fait le repère peut atterrir. D'abord, il peut ne pas bouger, alors ça c'est l'identité. Il peut aussi rester sur le même bord mais être translaté. Alors ça veut dire que l'isométrie est une translation. Il peut aussi rester sur le même bord mais changer d'orientation. Alors ça veut dire que c'est une symétrie. Quel que soit l'endroit où il est sur le même bord de la bande, mais d'orientation différente, il y a une symétrie entre deux. Il y a maintenant les possibilités de changer de côté de bande, mais d'être juste en face. À ce moment-là, c'est une symétrie d'axe horizontal, pas de problème, qui passe par le milieu de la bande, l'axe. Il peut être décalé légèrement. Alors s'il est décalé légèrement, ça veut dire qu'on a à la fois une symétrie et une translation, donc c'est une symétrie glissée dans le sens de la bande. Et par contre, il peut garder la même orientation, être de l'autre côté de la bande, alors ça c'est une rotation d'un demi-tour ou une symétrie centrale. Voilà, donc nous avons dressé la liste de nos isométries, les types d'isométries qui peuvent arriver. Donc l'identité, les translations, les symétries verticales, X ici désigne l'abscisse, le long d'un axe ici qui serait parallèle à la bande, par exemple l'axe qui passe par le milieu de la bande, donc X fixerait l'endroit où est l'axe de symétrie, l'abscisse de l'axe de symétrie. La symétrie horizontale H, les symétries glissées, alors S c'est l'amplitude, quand je mets une flèche, je veux vraiment dire translation, quand je ne mets pas de flèche, je veux dire simplement l'amplitude. Et les rotations, qui elles aussi ont un centre délimité ont un centre qui ont une abscisse déterminée sur l'axe. Alors, d'abord, remarque importante, quand on compose deux symétries verticales, on obtient une translation, mais une translation d'amplitude double par rapport au décalage entre les deux axes. Il suffit pour ça de considérer un point, par exemple ce point-là, son image par la première symétrie, ça ne change pas, puis par la deuxième, on aboutit ici. Donc l'amplitude est double. Et de plus, quand on compose une symétrie verticale et une translation, alors on décale l'axe de la symétrie verticale de t sur 2. Donc ça veut dire que la présence de deux symétries, Vx et Vx plus y, s'entraîne la présence de toutes les translations de ky, mais aussi de toutes les symétries Vx plus ky. Maintenant, si on a une symétrie d'axe vertical et une symétrie d'axe horizontal, on a une rotation
la rotation ρx, hein, qui est donc de centre correspondant à l'intersection des deux axes de symétrie. Et donc, ces symétries d'ailleurs commutent puisqu'elles forment un angle droit entre elles. Et la présence donc de deux de ces trois isométries, entre la rotation, une symétrie de centre x, la symétrie d'axe x verticale et la symétrie horizontale, entraîne automatiquement la présence de la troisième. Et finalement, la présence d'une symétrie glissée entraîne automatiquement, d'amplitude S, entraîne automatiquement la présence d'une translation d'amplitude 2S. Donc, ça veut dire que la présence de GS entraîne 2S parmi les translations, et la présence de H et de S entraîne la présence de GS, et la présence de GS et de S entraîne la présence de H. Mais ça veut dire que la présence de GS et de S n'entraîne pas la présence de H. Et ça, ce sera un des cas dans les groupes de Fries. On aura une configuration de ce type. Alors, pour classer ces différents types de Fries, il faut déterminer les propriétés. Alors, on va dire grand T indice T, ça veut dire qu'il y a les translations du groupe qui sont engendrées par la translation d'amplitude T. GU, ça veut dire qu'il y a la plus petite symétrie glissée et d'amplitude U, petite entre guillemets, hein, mais Vx, ça veut dire qu'il y a une symétrie d'axe vertical Vx, grand H, il y a la symétrie horizontale, R indice X, il y a une rotation de centre donnée par l'abscisse X. Alors, pour être un groupe de Fries, il faut satisfaire la première condition, grand T indice T. Donc grand T indice T est toujours satisfait. Maintenant, si le groupe contient une symétrie verticale, il ne peut contenir que les symétries verticales de la forme Vx plus kt sur 2, mais aucune autre, parce qu'il en contenait une autre, alors grand T indice T serait contredit. Il y aurait d'autres translations. Si le groupe contient une symétrie glissée, alors il contient 2 U. Donc, pour éviter toute contradiction, il faut donc que U soit égal à T ou T sur 2. Et en fait, il peut être un des deux, mais rien d'autre. Si le groupe contient la symétrie horizontale et la translation T, alors il contient GT. Si le groupe contient une rotation ρx, alors il contient ρx plus T sur 2, hein, par conjugaison si on veut. Et puis en plus, la composition de deux rotations comme ça espacées d'une abscisse Y entraîne la présence d'une translation 2Y. Donc il ne peut pas contenir d'autres rotations non plus. Donc c'est la même chose que pour les symétries d'axe vertical ici. Donc on sait ce qui est possible. D'abord, quelque chose qui est impossible, c'est que avoir une symétrie glissée d'amplitude T sur 2 et H, ça entraîne la présence de la translation T sur 2, donc ça contredirait ceci. Donc GT sur 2 et H ne peuvent pas être satisfaits simultanément. Ensuite, si on a une symétrie d'axe vertical et une symétrie d'axe horizontal, on a la rotation. Et si on a la rotation ou la rotation et l'axe horizontal, et si on a la rotation et la verticale, on a la symétrie horizontale. Donc 2 des 3 entraînent automatiquement la troisième. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a une symétrie glissée et une rotation? Alors on a automatiquement un axe vertical, une symétrie glissée d'amplitude T sur 2 et une rotation de centre X. Alors on a un axe vertical V x plus t sur 4. Donc ça veut dire que quand on a gt sur 2 et la rotation x, les axes verticaux sont décalés par rapport au centre de rotation. Ils ne sont pas au même endroit. Pour avoir les axes verticaux et les rotations au même endroit, ce qui est possible, il ne faut pas de symétrie glissée d'amplitude t sur 2, mais une amplitude t seulement. Sans ça, on aurait
d'autres centres de rotation, d'autres axes de rotation, d'autres centres de rotation et axes verticaux. Alors, maintenant on va prendre toutes les possibilités. Alors, avoir que des translations, c'est tout à fait possible. Avoir des translations et une symétrie glissée d'amplitude t sur 2, c'est possible tant qu'on n'a pas h dedans. Alors s'il y a h, par contre, la symétrie glissée ne peut pas être t sur 2, mais que t. Avoir la translation et une symétrie verticale, c'est possible, il n'y a pas de problème. Avoir la translation et une rotation, c'est possible aussi. Maintenant, avoir la translation, un axe vertical et la symétrie glissée d'amplitude t sur 2, c'est possible aussi, ça entraîne automatiquement des rotations, mais des rotations décalées par rapport à l'abscisse des axes verticaux. Donc les rotations et les axes verticaux ne sont décalés l'un par rapport à l'autre. Alors c'est possible sans avoir h dedans, on verra des exemples. Et finalement, on va rajouter la translation, une symétrie verticale et h, alors automatiquement il y a gt et rx. Voilà, puis là on a parcouru toutes les possibilités. À chaque fois on a essayé d'ajouter quelque chose et ça nous entraînait automatiquement la présence d'autres choses. Donc on obtient une liste de 7 propriétés différentes et on va voir, donc il y a 7 groupes de frises et il suffit de donner des exemples dans chaque cas pour qu'on se rende compte qu'ils existent réellement. Alors ici vous avez la notation IUC, International Union of Crystallography. Ces notations ne sont pas très fixées et il y a des recommandations, mais j'ai vu des auteurs les mettre dans des ordres différents. Alors je vais vous préciser un peu ce que c'est. Alors on note P, X, Y, Z. Alors P veut dire primitif. On verra dans le cas des réseaux ce qui se passe. Il y a des réseaux centrés, il y a des réseaux primitifs, et il y a même encore d'autres réseaux dans des dimensions supérieures. Donc pour les groupes de frises, il n'y a que des réseaux primitifs. Donc on commence toujours par P. X et Y, donc les deux lettres suivantes, les deux objets suivants, se rapportent aux axes. X, ça veut dire axe principal. Donc la première, c'est l'axe principal. La deuxième, l'axe secondaire. Et le dernier cas, la dernière lettre se rapporte aux rotations. Alors, pour les axes, on signale un G s'il y a une symétrie glissée. On signale un M s'il y a une symétrie miroir, c'est-à-dire un axe de symétrie. Et puis pour les rotations, on met l'ordre maximal de toutes les rotations comportées dans le groupe. Donc ici par exemple, P111, il n'y a pas de symétrie, c'est l'ordre, disons. 1 ici c'est l'ordre de la symétrie, mais il n'y a pas de symétrie, elle est d'ordre 1, c'est l'identité. Même chose dans la direction de l'axe Y. L'ordre maximal des rotations, il n'y en a pas, c'est 1. Ici P1G1, pas de symétrie d'axe vertical, une symétrie glissée, pas de rotation. Ici, pas de symétrie verticale, une symétrie horizontale, pas de rotation. Alors il y a aussi la symétrie glissée, mais elle est engendrée par ça. Ensuite, une symétrie d'axe vertical, pas de symétrie horizontale, pas de rotation. Ici, pas de symétrie, une rotation d'ordre 2. Ici, une symétrie verticale, la symétrie glissée et la rotation d'ordre 2. Et ici, une symétrie verticale, une symétrie horizontale, la rotation d'ordre 2. Voilà donc ces notations. Alors ce que j'ai vu souvent, c'est qu'on note l'ordre avant de donner les miroirs. Donc en fait, au lieu d'écrire PMM2, j'ai vu P2MM. D'autres fois, il y a simplement P1 pour dire c'est répété, hein, on a abrégé, etc. J'ai vu aussi A à la place de G. Alors A, ça s'explique pour les dimensions 3. Donc ceci est... ce sont des notations usuelles, mais elles ne sont pas aussi fixées qu'on le voudrait. Hein. Les auteurs ne sont pas tous d'accord entre eux sur ce sujet. Alors voyons ces groupes de frises. Alors d'abord le premier, quand il n'y a que la propriété T qui est satisfaite, le groupe est isomorphe à Z, il est engendré par une translation seulement. Alors la bande est découpée donc en cellules qui ont la taille d'une translation, et dans cette cellule, il ne doit y avoir aucune symétrie. Par exemple ceci, ça c'est une frise qui est
déplacé, donc qui est stable par translation, mais rien d'autre. Voilà. Le groupe suivant, donc on a la translation et les symétries glissées. Donc c'est toujours isomorphe à Z, cette fois, hein, mais cette fois-ci le générateur n'est pas la translation, mais la symétrie glissée. Et voici par exemple une frise qui satisfait ça. Suivant, on a la symétrie d'axe horizontal et la symétrie glissée, mais cette fois-ci d'amplitude T. Et c'est engendré donc par la translation et la symétrie d'axe horizontal, donc c'est un produit direct entre Z et Z sur 2Z. Et voici par exemple une frise qui satisfait ceci. Cas suivant, on a les translations et les symétries d'axe vertical. Donc ici c'est un produit semi-direct, hein, puisque une symétrie d'axe vertical va changer le signe de la translation, donc elle agit non trivialement sur la translation. Et voici par exemple une frise qui correspond à ces symétries-là. Ensuite, avoir les translations et des centres de rotation, c'est aussi, à nouveau, c'est un produit semi-direct. Et voici une frise qui correspond à ça. Avoir encore plus de propriétés, mais vous remarquerez que les axes de symétrie sont décalés d'un quart par rapport au centre de rotation. Et qu'on a des symétries glissées d'amplitude T sur 2. Donc là, c'est aussi un produit semi-direct de Z par 2Z, Z sur 2Z. Et voici une frise qui satisfait cette condition. Et finalement, le groupe un peu plus compliqué, celui qui a 3 générateurs cette fois, donc c'est un produit direct entre ça et ce produit semi-direct ici. Donc il est engendré par la symétrie d'axe horizontal, hein, qui commute avec tout le monde, donc c'est pour ça que c'est un produit direct, une translation, c'est Z, et la symétrie d'axe vertical, qui elle ne commute pas avec les translations, donc c'est ceci. Voilà donc la configuration ici, et une frise qui satisfait ça, c'est par exemple celle-ci. Il y a plein d'autres exemples, vous pouvez inventer plein d'exemples de frises. Donc ce qu'on a maintenant, c'est 7 groupes de frises, exactement. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par il y a exactement 7 groupes de frises? Parce que même s'ils sont isomorphes en tant que groupe, donc là on n'aurait plus que 3 groupes si on comptait simplement les classes d'isomorphisme des groupes. Non, ils sont différenciés bien sûr par leurs actions sur la bande. Donc quand on dit il y a 7 groupes de frises aux actions près, en tenant compte des actions. Mais à ce moment-là, même si on tient compte des actions, chaque amplitude différente d'une translation dirait c'est un groupe différent. Donc ça nous donnerait une infinité de groupes. Donc il faut s'entendre encore une fois. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Si on veut changer la norme des translations, il faut parler des transformations affines. Alors un automorphisme affine, c'est une transformation du plan, de l'espace euclidien, qui envoie toujours un repère sur un repère, donc il n'y a pas de difficulté, mais il peut changer les angles, on ne demande pas que le repère soit orthonormé, il peut changer les distances, et la condition, c'est que les coordonnées, par contre, dans l'ancien repère et le nouveau repère, soient les mêmes. C'est-à-dire il n'y a pas de changement de coordonnées, c'est ça un automorphisme affine. Les automorphismes affines nous permettent donc de changer les longueurs et les angles comme on veut. Ça nous donne un groupe des transformations affines, des automorphismes affines. Toutes les isométries en sont, des automorphismes affines. Et là, voilà ce que ça veut dire. Il y a 7 groupes de frises, c'est qu'il y a exactement 7 classes de conjugaison des groupes de frises par des automorphismes affines du plan, en tenant compte, bien sûr, des actions. Donc, avec les actions et aux conjugaisons par des automorphismes affines près, il y a 7 groupes de frises. Voilà pour les 7 groupes de frises. Prochaine fois, nous aborderons les groupes associés au réseau. Bonne journée, à bientôt.